toutes et à tous, grand merci de nous avoir préférés sur Star 21 TV et bienvenue dans votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est une émission qui a pour créneau trouver des pistes de solutions pour une élection crédible et transparente en Guinée. Au cours de ce nouveau numéro, nous recevons pour vous comme invité M. Aboubakar Kamara. Lui, il est conseiller juridique au sein du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Mais aussi M. Souabou Fofana, lui, il est enseignant-chercheur. En sciences politiques à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Avec eux, il sera question de parler de comment faire un bon choix pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Bonsoir, messieurs, et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Sayon. Oui. Monsieur l'enseignant-chercheur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Sayon. Ça fait heureux de vous retrouver sur ce plateau. Déjà, première question. Vous qui êtes activiste, vous êtes presque dans le circuit de l'organisation à travers votre observation. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'ensemble des activités qui se sont déroulées autour de l'organisation de cette élection? Très bien, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez en tant qu'acteur de la société civile, donc d'intervenir sur vos ondes et d'expliquer au peuple de Guinée les actions que nous sommes en train de déployer sur le terrain, donc à son avantage exclusif. Alors nous observons, nous, du côté de la société civile, les événements qui se passent, notamment le scrutin annoncé du 18 octobre 2020, avec un air de gravité et d'inquiétude à la fois. Pourquoi un air de gravité et d'inquiétude? Parce qu'aujourd'hui, c'est un scrutin qui s'annonce dans un contexte de crise sévère et cristallisée de la confiance entre les acteurs engagés dans le processus électoral. Ça, c'est le premier niveau d'inquiétude. Le second niveau d'inquiétude, c'est que vous avez aujourd'hui un discrédit des institutions républicaines issues de la nouvelle constitution, dont la base juridique et politique est sévèrement contestée par une partie de l'opinion publique. Et donc, naturellement, le troisième niveau va être le fait qu'aujourd'hui, nous sommes très inquiétés par le maintien de la paix et de la stabilité nationale, surtout par ces temps qui courent, avec la résurgence des discours extrémistes et tribalistes qui sont en train de faire monnaie courante aujourd'hui. Donc c'est avec inquiétude profonde que nous observons justement ce processus électoral. D'accord. Monsieur Fofana, est-ce le même regard ou il y a une petite différence sur ce qui se passe? Effectivement, merci de nous avoir donné cette opportunité pour expliquer au peuple de Guinée l'enjeu qui se trouve autour de cette élection du 18 octobre 2020. Du point de vue des menaces de la paix et la sécurité et la stabilité sociale dans ce pays. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que vous remarquez les manifestations inédites dans plusieurs villes de la Guinée. L'empêchement des candidats politiques à tenir leur meeting, à expliquer leur projet de société. C'est une violation à la Constitution, mais aussi à la loi électorale. Oui. Cela provoquerait aujourd'hui des indicateurs des menaces de paix et de sécurité, mais aussi de la stabilité et la cohésion sociale. Voilà, je vais me tourner vers M. Kamara Abakar. Aujourd'hui, nous parlons du rôle de ce que doit être un électeur. Si on vous demandait aujourd'hui en Guinée, selon le code électoral, qui est électeur? Vous posez la question et en même temps vous annoncez un début de réponse. C'est qu'aujourd'hui, lorsque la question est posée à la lumière de savoir qui doit être électeur de la République de Guinée, naturellement, la réponse à cette question, c'est qu'il faut interroger le code électoral. Vous savez, le code électoral, justement, c'est ce texte de la République qui prévoit les conditions, n'est-ce pas, dans lesquelles un citoyen doit voter, en énumérant justement les types de scrutin, les élections nationales et ainsi de suite. Donc il est inscrit dans l'article 3 donc, du code électoral que ne peut être citoyen que les Guinéens. C'est-à-dire d'abord pour être un électeur, il faut d'abord être guinéen. Oui, avoir la nationalité guinéenne. C'est-à-dire c'est la première condition, il faut avoir la nationalité guinéenne. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut justement avoir les 18 ans révolus au moment de la clôture, n'est-ce pas, de la liste électorale. Ça, c'est la deuxième condition. Troisième condition, il faut être inscrit sur une des listes. Il faut être inscrit sur la liste nationale.
Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de votre circonscription, vous ne pouvez pas justement être considéré comme étant un électeur. Mais également, il faut être muni de sa carte d'électeur. La carte d'électeur, vous avez vu que beaucoup de personnes justement parlent, n'est-ce pas, de leur arme fatale. La carte d'électeur est considérée aujourd'hui comme étant l'arme fatale. Parce que c'est à travers elle justement que le citoyen peut exprimer son droit de vote. Mais également, il faut jouir de ses droits civils et politiques. Et également, il faut faire montre, n'est-ce pas, de l'exercice de ses droits civiques. Donc voilà fondamentalement ce qu'on peut citer du point de vue de la loi, en termes de dispositions qui conditionnent le droit d'être électeur de la République de Guinée. Voilà, monsieur Fofana, il vient d'énumérer quelques paramètres qui permettent à un citoyen d'être électeur. Est-ce que selon vous, les politiques se battent aujourd'hui pour réunir l'ensemble de ces conditions au niveau de leurs électeurs, parce qu'on voit quand même des campagnes en fanfare. Tout le monde se considère comme électeur, même si ce n'est pas de façon directe. Les partis politiques en République de Guinée, je ne dirais pas qu'ils ne contribuent pas pour la formation et l'information de leurs militants. Mais ce qui manque, c'est de regroupement civique. Et ce qu'il faut pour qu'un citoyen puisse se comporter effectivement selon la loi. Le choix en République de Guinée devient très difficile. Pourquoi ça devient très difficile? Parce que l'électeur qui est à la fois militant d'un parti politique manque d'informations sur ce qu'il doit faire. Et c'est ce qui fait que nous remarquons aujourd'hui des dérapages pendant ces campagnes politiques. Si en amont, les partis politiques avaient formé les formateurs et les communicants dans leur parti politique, quel comportement qu'un militant doit adopter pendant la campagne politique, quel comportement qu'un militant doit adopter le jour du vote, on ne serait pas là aujourd'hui à menacer la paix et la sécurité. C'est pour dire que ça limite un peu sur les partis politiques en République de Guinée du point de vue de la formation, de sensibilisation, mais aussi d'information large selon les conditions d'éligibilité en République de Guinée. Cette faute, c'est aux citoyens ou à ces formations politiques? Je dirais que ça dépend des partis politiques, mais c'est une responsabilité partagée. Parce qu'il est citoyen, comme mon ami vient de rappeler, et il est électeur, c'est celui qui a 18 ans, selon nos lois. Et si vous savez que vous n'avez pas 18 ans et que vous forcez la citation d'être sur la liste électorale, c'est déjà une violation. Et quand vous êtes sur la liste électorale et vous êtes dans un bureau de vote, vous n'êtes pas informé suffisamment, déjà c'est une violation. Donc ces violations-là sont des indicateurs de menace de la paix et de la sécurité. Nous allons revenir vers monsieur, le représentant du CNOX ici. Aujourd'hui, nous parlons de cette élection, mais qu'est-ce qu'un électeur doit faire pour rassurer qu'il sera, en tout cas, parmi ceux qui vont voter, au regard de tout ce que vous avez donné comme réponse? Bon, ce que vous savez, c'est Beaumarchais qui disait qu'un citoyen, un individu bien informé est un citoyen, mais un individu sous-informé est un sujet. Donc, il vous souviendra que depuis l'annonce des élections le 18 octobre 2020, la CENI justement a déclenché toute une série d'activités. Cela a commencé par la révision exceptionnelle des listes électorales. Donc nous, au niveau du CNOSC, nous avons déployé donc, une vaste campagne de sensibilisation qui s'est traduite, n'est-ce pas, à travers des campagnes porte-à-porte, des caravanes citoyennes que nous avons déployées partout à Conakry, à l'intérieur du pays. Donc l'objet de cette mission, justement, c'était de sensibiliser les citoyens autour de la nécessité d'aller d'abord se faire enrôler. Parce que vous avez compris qu'il y avait des citoyens qui étaient en difficulté. C'est ce que la CEDEAO a appelé justement les électeurs problématiques. Donc nous, on avait mené cette campagne-là pour que les citoyens puissent aller se faire recenser, ceux qui n'avaient pas eu la chance. Ça, c'est le premier niveau. Mais à un second niveau aussi, il y a eu une autre seconde opération qui avait été déclenchée par la CENI et qui s'est intitulée la distribution donc, des cartes électeurs. Nous avons également couvert cette autre activité à travers le déploiement donc, de nos observateurs, à travers le déploiement donc, de nos acteurs qui ont mené là également une large campagne de sensibilisation. Et donc, de nos jours, je pense que tous les quartiers qui ont été touchés par nos observateurs, les citoyens ont compris la nécessité d'aller se doter donc de cartes électeurs. Donc, si on a sa carte électeur, on sait, on connaît notre bureau de vote, parce que là, quand vous partez retirer votre carte d'électeur, normalement, vous devrez savoir le bureau de vote. Vous connaissez votre bureau de vote à partir de votre carte électeur. Donc, il n'a plus qu'à attendre le jour du vote, et aller se présenter calmement devant son bureau de vote pour exercer librement son droit constitutionnel, qui est le droit de vote. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui,
votre regard sur le comportement des militants, des partis politiques. Est-ce que cette curiosité, cette volonté d'avoir sa carte d'électeur, ces manques de carte d'électeur favoriserait en tout cas ce qu'on appelle un vote utile pour les citoyens? Les partis politiques ont encouragé ceux qui sont en liste, les partis politiques en liste ont encouragé les militants d'aller retirer les cartes d'électeurs en vue de changer les gouvernants et changer le régime en place. Et les organisations de la société civile, effectivement, s'activent dans la même lancée. Et on a vu sur le terrain plusieurs plateformes de la société civile qui contribuent par rapport à la formation des observateurs, par rapport à la formation des formateurs, pour que les citoyens à la base soient informés par rapport à la portée et l'importance d'une élection. Pourquoi une élection? Pourquoi le citoyen doit voter et pourquoi le citoyen doit choisir ses représentants futurs? Parce que c'est le choix du citoyen qui est la seule possibilité de changer ou de maintenir les dirigeants qui sont en place. Donc c'est aux citoyens aujourd'hui d'aller très vite et retirer les cartes d'électeurs. Et ça prenait un peu de retard du point de vue de l'administration électorale, la CENI, mais de nos jours, tous les bureaux de vote, je voudrais dire que toutes les circonscriptions en République de Guinée ont pu recevoir leur carte d'électeur et la distribution étant en cours, je crois que nous nous attendons que maintenant le jour du vote. Voilà, est-ce que vous avez sur le retrait des cartes d'électeurs, parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est l'arme fatale, est-ce que vous avez un message particulier sur le retrait des cartes d'électeurs avant de passer au second point, aux citoyens? Oui, le message que je dois passer, c'est qu'il faut que les citoyens acceptent de se chauffer inutilement. Nous sommes en démocratie, nous sommes en République. Et en République, justement, la meilleure manière de sanctionner un dirigeant, soit positivement ou négativement, positivement lorsque vous estimez que le dirigeant s'est comporté de manière à ce que la plupart donc, des points qui étaient inscrits dans son projet de société, donc ces points ont été réalisés. Donc vous pouvez voter pour ce dirigeant donc, en lui réaffirmant votre confiance. Mais lorsque vous estimez que vous avez été déçu, parce que vous avez été trahi dans l'application de l'exécution donc, de ces projets lors de la mandature, vous pouvez également aller voter pour sanctionner ce dirigeant. Pour sanctionner ce dirigeant. Mais, rappelez-moi, vous disiez. Voilà, la question c'est comment, quel conseil vous les donnez au cours, avant qu'on ne passe à la seconde phase, pour qu'ils sachent que le retrait des cartes d'électeurs c'est une obligation. C'est la loi qui le dit. La loi dit que justement l'inscription sur la liste électorale est à la fois un droit et un devoir pour un citoyen. Est-ce que vous comprenez? Et donc selon cette même loi aujourd'hui, l'opération de retrait des cartes électorales est possible jusqu'au jour du vote. C'est-à-dire jusqu'au jour du vote, les citoyens ont la latitude d'aller retirer leur carte d'électeur. Et d'ailleurs, je profite justement de votre antenne, au nom de notre plateforme de CNOSC, pour lancer un appel à l'ensemble des citoyens guinéens qui ne sont pas encore munis de leur carte d'électeur, d'aller s'adresser au niveau des chefs de quartier, c'est-à-dire des endroits où ils se sont fait enregistrer, pour qu'ils puissent aller avoir leur carte d'électeur. Parce que pourquoi il faut avoir sa carte d'électeur? Il faut avoir sa carte d'électeur pour éviter le sentiment de frustration le jour du vote. Vous savez, si vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas voter. Donc le jour du vote, à force de voir les uns et les autres voter, si vous n'êtes pas forcément de la même obédience politique, vous pouvez être épris par un sentiment d'injustice et de frustration. Et donc, puisque vous n'avez pas votre carte, donc dans l'incapacité de voter, vous pouvez être épris d'un sentiment de violence, d'injustice qui peut nous amener justement dans des labyrinthes inconnus. Donc, pour parer à cela, pour éviter que cela justement n'advienne, nous invitons l'ensemble des citoyens qui se sont révisés, bien entendu, qui se sont enregistrés lors de la révision exceptionnelle des listes électorales, d'aller retirer leur carte parce que, encore une fois de plus, la carte d'électeur est la seule arme, je dirais l'arme fatale en démocratie pour essayer justement d'œuvrer dans le changement des conditions. Voilà, M. Fofana, la même question. Et je dirais aux citoyens guinéens que l'élection est une possibilité donnée à un citoyen d'élire ou de défaire des dirigeants. Oui. Donc la carte d'électeur a une importance, non seulement pendant le vote et après le vote, parce que vous pouvez vous servir le jour du vote pour défaire
le régime qui est en place, comme vous pouvez vous servir le jour de vote pour maintenir le régime qui est en place. Donc, il ne s'agit pas de s'agiter dans les rues, il ne s'agit pas de créer des frustrations, il ne s'agit pas de créer des manifestations farouches qui pourraient instaurer une instabilité politique, instabilité sociale qui pourrait menacer la paix et la sécurité. Le plus important, c'est d'aller se munir de sa carte d'électeur pour que le jour du vote, qu'il puisse sanctionner, soit et remettre les mêmes dirigeants à leur place. Donc le plus important, que les citoyens comprennent que la carte d'électeur, c'est l'élément le plus important dans un processus électoral. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce mot de M. Fofana qui met terme à cette première partie de votre émission Terrain d'entente. Gardez votre confort d'écoute, on se reprend juste derrière. Une fois encore, bienvenue dans la deuxième partie de votre émission Terrain d'entente qui, vous savez, est un atelier d'échange entre les acteurs de la société civile pour parler de cette élection pour qu'elle soit en tout cas crédible et apaisée en Guinée. Vous avez compris, dans la première partie, nous avons abordé quelques sujets liés en tout cas aux droits et devoirs d'un citoyen ou des électeurs. Je vous prie de suivre cet élément de reportage de notre rédaction, un micro-trottoir que nous avons réalisé pour vous au cours de cette émission. Et après ça, nous on se retrouve ici pour parler des tenants et aboutissants de tout ce qui les citoyens ont parlé dans cet élément de reportage. Suivez. Nous lançons un appel prêchant. Nous prêtons le flanc aux autorités religieuses même pour dire aux autorités administratives de faire en sorte que la Guinée que nous avons chèrement arrachée depuis l'indépendance, que chacun se donne la main. C'est en cela que nous pouvons réussir. Les autorités doivent être neutres, ils doivent respecter les textes de loi. La Guinée a une constitution, la Guinée a des textes de loi qu'il faut respecter. Et si toutefois les autorités ne respectent pas ces textes-là, ça peut jouer sur chaque Guinéen. Tout comme vous, tout comme moi. Nous devons observer cette neutralité-là. C'est en cela que chacun de nous peut réussir. Nous devons prôner, sensibiliser les citoyens de notre pays, la Guinée, de cultiver l'harmonie, l'unité nationale, la culture de la paix, le savoir-vivre ensemble. Au-delà de cela, les autorités, qu'ils soient acteurs politiques de la mouvance ou de l'opposition, ou les organisations censées de conduire le processus électoral, doivent se mettre ensemble, travailler. La question d'élection n'est pas une question de vie ou de mort. Chaque Guinéen doit vivre ensemble avec son prochain. Nos différentes communautés, que tu sois Peul, que tu sois Malinké, que tu sois forestier, que tu sois Soussou, la Guinée nous appartient tous. Je pense que les autorités d'abord qui sont chargées d'organiser ces élections ont déjà fourni assez d'efforts, mais il y en a aussi des efforts qui restent. Ces efforts sont, entre autres, c'est le respect des voix qui seront issues de ces urnes, c'est le respect des résultats qui seront issus et qui seront validés par la Cour constitutionnelle, qui est la seule institution chargée de proclamer les résultats définitifs. Il faudrait que nous ayons aussi en tête que le contentieux électoral ne se résout pas à travers les violences, mais c'est à travers un recours qui doit être introduit devant les institutions, qui est la Cour constitutionnelle de la République de Guinée. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les textes. Il faudrait que nous apprenions à respecter les textes dans ce pays. C'est tout ce que nous pouvons dire. Que ce soit le code électoral, que ce soit la constitution guinéenne, tous les textes qui régissent le processus électoral sont bien ficelés et sont inspirés d'un droit positif, clair et net. Mais c'est le respect de ces textes qui fait défaut. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi cet élément de ce micro de Star 21 TV, M. Fofana. C'est les citoyens, voilà, M. Abakar Kamara, c'est les citoyens qui s'expriment. C'est comme si, c'est émouvant, c'est comme si c'est des professionnels qui, tout le monde a peur. Tout le monde veut que le vivre ensemble soit cultivé. D'abord, quelle est votre réaction ? Oui, bon, ma réaction par rapport justement au sentiment de vivre ensemble réaffirmé par ce citoyen, donc est un sentiment de satisfaction.
Parce qu'en réalité, M. Sayon, vous voyez, les citoyens ne demandent que ça, que de vivre dans la paix, que de vivre dans l'harmonie, que de vivre dans l'entente. Il vous souviendra que entre nous, dans nos vies de tous les jours, dans les taxis, dans les milieux professionnels, dans les lieux de loisirs, dans le voisin, dans le quartier, pratiquement il n'y a absolument pas de problème. Nous nous comprenons très bien. C'est le plus souvent, c'est à l'approche de l'échéance électorale que les politiciens, justement, le plus souvent en crise, en déficit d'offres politiques, c'est eux qui nous invitent, c'est eux qui nous amènent, n'est-ce pas, à basculer dans ces conflits identitaires. Parce que quand un politicien, malheureusement, n'a pas de pouvoir politique, donc son seul recours reste et demeure justement l'ethnie, la religion, la communauté et tous les critères qui peuvent s'apparenter justement à la subjectivité. Mais je souligne ici la nécessité, le vœu, l'envie ardente des citoyens guinéens de voir notre Guinée unie, réunifiée, pour que se réunissent les conditions d'une paix apaisée. Et d'ailleurs, je dois le dire, les politiciens doivent faire beaucoup attention. Les politiciens doivent beaucoup faire attention parce que si ceux qui sont en train de se livrer aujourd'hui à des messages musclés, à des discours vatanguers, ceux qui sont en train justement de tirer sur la fibre ethnique pour essayer d'opposer les ethnies les unes aux autres, lorsqu'ils écoutent ce reportage-là, ils doivent être gênés dans leur posture justement de leader politique. Parce que ça, c'est un témoignage éloquent d'un citoyen qui a pris de l'avance sur les leaders politiques, malheureusement censés les guider sur les conditions et les voies à adopter quant à la marche du pays. Et s'il m'écoute, parce que il est de notre ressort, nous, de la société civile, en tant que structure de veille, d'alerte et de proposition citoyenne, de lancer un message justement à ces leaders politiques qui se livrent à ce jeu-là. Vous devrez faire attention. Vous devrez faire attention. Les messages que nous sommes en train d'entendre actuellement là, ce n'est pas en votre honneur. Ce n'est pas en l'honneur du combat que le peuple de Guinée a mené depuis 1958. Ce n'est pas en l'honneur justement de notre démocratie. Ce n'est pas en l'honneur de la République dont nous sommes tous justement si chèrement attachés. Le discours politicien que vous êtes en train de tenir, votre rhétorique politicienne là, vous pouvez la tenir. Lorsque vous la tenez, mais n'oubliez pas que lorsque ce discours-là se propage dans l'espace public, les citoyens, à la base, c'est un autre réflexe qui est en bas. Vous êtes dans votre rhétorique politicienne. C'est des armes. Ça peut être considéré comme étant des armes entre vous. Mais à la base, les citoyens, en tout cas les moins avertis, et Dieu seul fait qu'on a vu le faible taux d'analphabétisme, nous avons beaucoup plus affaire à des citoyens moins avertis qu'à des citoyens avertis. Donc les citoyens prennent ça en argent comptant. Donc vous devrez faire beaucoup attention. Les messages que vous diffusez en public, vous devrez tenir compte justement de la fragilité de ces citoyens-là. Parce que si vous ne le faites pas, vous réunissez ou vous sémez à eux la haine de l'autre. Vous sémez à eux justement les conditions pouvant les amener justement à développer la violence et malheureusement à basculer vers le drame. Donc vous êtes mis en garde. Vous devrez essayer de revoir votre discours. Vous devrez essayer de revoir votre manière de faire, bien entendu, pour que le renouveau avec la morale et l'idéologie républicaine, afin de sauver notre démocratie, qui est très jeune et qui doit bouger absolument. Monsieur Fofana, la réaction des politiques dans les discours et ce micro-trottoir que vous venez d'écouter, il y a un pont entre les deux. Aujourd'hui, d'après votre analyse, est-ce que la politique, les citoyens ne sont pas en train de gérer aujourd'hui les politiques de façon morale? Tout à fait, M. Sayon. Je m'accorde effectivement à ce micro-territoire parce que nous, acteurs de la société civile, surtout le département d'alerte précoce de la CEDEAO, ici, moi, je suis sur votre plateau pour parler des questions de paix et de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir que la CEDEAO a mené plusieurs missions de sensibilisation. La mission conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, pour sensibiliser de la base au sommet. Tous les niveaux, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les leaders d'opinion, à éviter que le pays ne tombe en crise. Aujourd'hui, c'est les citoyens qui interpellent les politiques à dire qu'il faut faire attention parce que le droit est violé, les lois sont violées. Les discours politiques, les discours haineux et les discours des vatanguers qui sont en train de tenir, ce ne sont pas de la politique. Ceci, ça ne fait pas partie de la politique. La politique, on mène la politique pour la population, pour l'intérêt de tous. Mais aujourd'hui, quand vous tenez des discours qui menacent la paix et la sécurité,
quand vous tenez des discours qui opposent les deux communautés, qui opposent les communautés dans un pays, vous ne cherchez pas le pouvoir pour diriger pour ce peuple, pour cette population, mais plutôt vous cherchez le pouvoir pour votre clan. C'est pour ça qu'il faut éviter que les politiques, que les partis politiques qui sont en lice, qui ne sont pas en lice et qui tiennent des discours rassembleurs, qui tiennent des discours de cohésion sociale, qui tiennent des discours de l'unité nationale, mais aussi des discours qui conseilleraient les militants et les sympathisants à observer un climat de paix sociale, mais aussi à préserver la sécurité et à préserver notre unité nationale qu'on a recherchée depuis 1958. La Guinée est un pays porte-flambeau de l'indépendance en Afrique. Et aujourd'hui, nous devons être fiers pour cela. Que la liberté des pays en Afrique, que la souveraineté des États en Afrique, la Guinée en a contribué énormément. Alors c'est pourquoi j'en appelle à travers votre plateau à ces politiques de changer la méthode, de changer l'école qu'ils ont épousée et de changer le discours, mais d'amener les citoyens vers la paix sociale, vers la politique de la paix, mais aussi vers la préservation de la paix et la sécurité dans ce pays. Donc, si je comprends, M. Camara, tout ce que les politiques sont en train de faire durant cette campagne, c'est pas ce que la population en a besoin au regard de cet élément de reportage. Non, absolument pas. Vous avez vu les populations, vous avez écouté le jeune. D'abord, l'autre qui nous rappelle, c'est même très gênant, qui nous parle un peu comment les règles doivent fonctionner dans une république, dans une démocratie, alors que c'est le contraire qui devrait se passer. Parce que je dois vous rappeler, M. Sayon, c'est-à-dire si la vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, si sa vocation première, c'est la conquête du pouvoir politique, la seconde vocation, justement, des partis politiques, c'est de contribuer à l'éducation citoyenne des militants. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ce travail-là ne se fait pas. Lorsqu'on constate aujourd'hui le comportement de certains citoyens, lorsqu'on voit la main noire qui transparaît à travers les manipulations, les comportements de manipulation dont il fait montre, justement à travers les actes de violence auxquels il se livre, on a l'impression que, c'est-à-dire que, contrairement au message d'éducation civique, c'est des messages d'éducation incivique qu'on est en train de les inculquer. Ouais. Et là, de ce point de vue, les partis politiques sont passés à côté de leur mission. Ouais. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous, au niveau du CNOSC, au niveau de la société civile, donc nous avons envisagé, vous étiez aujourd'hui avec nous, nous avons justement interpellé les politiciens, nous avons appelé les citoyens au calme. On les a appelés de se ressaisir, bien entendu, de se calmer, et que parce qu'après cette élection, le pays là, doit continuer à exister. Donc de ne pas céder à ces discours justement, à ces discours musclés, à ces discours qui appellent à la division donc des leaders politiques. Mais j'aimerais signaler aussi un autre fait qui a été signalé tout à l'heure par le citoyen. Il a parlé de la neutralité de l'administration. La neutralité de l'administration est un point très intéressant. Parce que vous savez, pendant les élections, il y a ce qu'on appelle l'égalité d'armes. Mais aujourd'hui, on voit justement et des moyens de l'État sont utilisés en faveur d'un candidat aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Et vous avez toute l'administration qui est abandonnée aujourd'hui. Vous avez les ministres, vous avez les directeurs généraux, vous avez les gouverneurs. Tout le monde a abandonné la campagne justement, a abandonné l'administration. L'administration qui a pour rôle justement de répondre aux questions, de répondre aux besoins des usagers, que nous sommes des administrateurs. Donc toute l'administration est vidée aujourd'hui. Tout le monde se déplace à l'intérieur du pays pour aller mener des campagnes avec nos voitures, avec les moyens de l'État. Donc moi je pense que ça doit cesser. Ça doit cesser. Voilà pourquoi justement dans nos recommandations aujourd'hui, on a interpellé à ce qu'il y ait un retrait systématique de tous les moyens de l'État, bien entendu, qui sont engagés dans les campagnes électorales. Dans le but non seulement de préserver l'égalité des armes, qui est un principe justement, qui est un principe donc comment dirais-je, qui est un principe en matière démocratique, mais également il faut faire en sorte que nos deniers publics soient sauvegardés. L'une des inquiétudes de nos interlocuteurs tout à l'heure, c'est la transparence de la CENI, mais aussi tout ce qui pourrait venir des résultats, la retenue. Est-ce que ce message doit être pris à bras le corps? Mais tout à fait. C'est une inquiétude, la neutralité et l'impartialité de l'administration électorale qu'on a à la CENI. Aujourd'hui, la CENI constitue un problème dans notre pays. Et la Guinée a toujours eu des problèmes avec son administration électorale. Et
les partis politiques qui sont sur la liste, qui sont en liste, les partis politiques qui ne sont pas en liste ne font pas confiance aux représentants, aux commissaires de la CENI. Alors s'il y a une crise de confiance, est-ce que au regard du processus électoral, on pourrait parler de la transparence, on pourrait parler de la neutralité, on pourrait parler de la confiance entre les partis politiques? Il faut que la CENI soit neutre, impartiale. Il faut que la CENI soit une administration électorale pour tous les partis politiques et pour tous les Guinéens. Et que la CENI sache que c'est elle qui est la solution et c'est elle qui se trouve encore le problème qui pourrait menacer la paix et la sécurité dans ce pays. Donc j'interpelle à ces commissaires de la CENI à la neutralité, à l'impartialité et à observer la transparence dans ce processus électoral. Parce que la Guinée n'a pas sa fin, n'a pas la dernière élection, mais c'est l'une des élections qui pourrait contribuer à ce 21e siècle, le développement économique renforcé, le développement politique renforcé, mais aussi le développement éducatif renforcé. Il faut que la CENI puisse nous donner des résultats qui pourraient être les résultats fiables, des résultats qui sont sortis des urnes pour que le lendemain de la Guinée soit un lendemain de paix et de stabilité sociale, un lendemain de sécurité, mais aussi de cohésion sociale. Oui, la même question, la CENI, qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui pour qu'il y ait cette confiance entre elle, surtout et les citoyens, les politiques? Non, je pense que dans mon intervention introductive, j'ai essayé un peu de rappeler le contexte de ces élections. Vous savez, ces élections-là sont un peu particulières. Elles ne sont pas comme les autres élections. Les enjeux sont très grands. Et donc, autant les enjeux de cette élection sont grands, autant les défis donc, liés à l'organisation d'une élection crédible, libre, transparente, et dont les résultats seront acceptés de tous, donc interpellent à plus d'un titre la CENI. La CENI est dans son rôle, mais moi je pense que la CENI en tant qu'institution, à qui constitutionnellement il revient d'organiser des élections nationales et le référendum de Guinée, connaît un peu ses principes. Elle n'a qu'à faire recours, bien entendu, à ses principes, à ses règles qui la gouvernent. Elle n'a qu'à se comporter pour être à la hauteur justement des défis qui l'interpellent en ce qui concerne l'organisation de ces élections-là. Parce que si elle ne le fait pas, le danger qui est en train de guetter ce pays-là, malheureusement, je ne le souhaite pas, on ne souhaite pas que ça arrive, elle aura sa part de responsabilité. Voilà pourquoi il faut que les résultats, tels que les citoyens vont s'exprimer sur les urnes, vont être fidèlement transmis par la CENI. Et nous ne doutons pas, parce que nous, on est dans le cadre d'une collaboration très poussée avec la CENI. Nous savons déjà, n'est-ce pas, l'étendue de ses efforts. Nous connaissons un peu les efforts qu'il est en train de déployer sur le terrain. Nous l'accompagnons et nous veillerons, nous également, nous l'accompagnerons justement à faire en sorte que les résultats qui vont être issus des urnes soient justement le reflet exact, fidèle et réel justement du vote et des intentions exprimées par les citoyens le jour du scrutin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième partie de votre émission Terrain d'entente. On se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie. Voilà, mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue dans la troisième et dernière partie de votre émission Terrain d'entente. Vous savez, nous sommes avec les grosses têtes de la société civile ici présent, M. Abakar Kamara. Lui, il est du Conseil national des organisations de la société civile, mais aussi notre professeur, enseignant-chercheur. Lui, il est enseignant-chercheur du côté de l'université de Sonfonia. On parlait tout à l'heure, je vais me diriger vers M. Fofana. C'est quoi un vote utile pour un citoyen? Est-ce que c'est... Parce que les citoyens ne savent pas. Certains comprennent le vote, c'est juste se rendre, faire ce que tu veux. C'est quoi un vote utile? Un vote utile, comprenez que d'abord, c'est lié au choix. Le citoyen doit analyser, doit identifier pour qui il faut voter, pour qui doit être mon représentant. Parce que le vote est le seul, comme est la seule arme pour changer les dirigeants qui sont en place et mettre en place les nouveaux dirigeants. Les nouveaux dirigeants qui viennent, ils viennent pour quelle ambition? Quel type de dirigeant qu'il faut choisir pour le développement harmonieux de mon pays. Donc le vote du citoyen, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir.
un droit à l'égard de la loi, un devoir à l'égard de la loi. Lorsque vous choisissez un représentant qui pourrait menacer la paix et la sécurité demain, vous avez votre part de responsabilité. Lorsque vous choisirez un représentant qui pourrait favoriser la paix et la sécurité, la cohésion sociale, le développement harmonieux du pays, vous avez votre part de responsabilité. Donc le choix revient aux citoyens de sanctionner ceux qui sont en place, s'ils sont mauvais, et de remettre en place les nouveaux dirigeants qui pourraient être utiles. Donc le vote utile, ça dépend de la conscience individuelle du citoyen et de son choix, mais aussi de l'identification des dirigeants qui doivent porter confiance. Quelles sont les démarches à mener pour avoir un vote utile pour un citoyen? Bon, les démarches à voter, le démarche à mener pour qu'un citoyen puisse mener un vote utile, d'abord, le premier niveau, c'est la campagne électorale. Vous savez, la campagne électorale, c'est le cadre d'expression donc des programmes de société. Des programmes de société. Donc il s'agit simplement de s'asseoir parce qu'en tant que citoyen, je connais mes préoccupations. Si je suis un étudiant, je suis en train de chômer, donc je vais voir bien entendu celui parmi les candidats dont le programme de société place cela justement au premier plan. Ouais. Donc je sais que lui, je me retrouve dans son programme politique, je vote pour lui. Parce que s'il respecte son engagement politique, ça veut dire que je peux essayer de trouver mon compte. Mais également, si j'ai des préoccupations justement en matière de santé, s'il y a des problèmes de route et que je suis particulièrement interpellé par ça en tant que citoyen, je vois celui des candidats qui expose cela dans son programme politique, je m'en vais envers lui. Mais arrivé à ce niveau, il ne faut pas se limiter là, parce que malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Vous savez, excusez-moi, nous, dans les pays africains, nous avons affaire, excusez-moi du terme pour son caractère un peu choquant, nous avons affaire à du bétail électoral chez nous, malheureusement. Les gens, on n'a pas atteint ce niveau où le vote est inspiré justement suivant les critères de pertinence et les critères d'objectivité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse arriver à ce niveau dont vous souhaitez? D'abord, il faut favoriser justement l'alphabétisation des populations. Parce que quoi que vous fassiez, si les populations ne sont pas alphabétisées, pour essayer de comprendre le contenu des programmes politiques, vous ne pouvez pas réussir. Donc il faut que nous tous nous déployions dans ce sens-là. Les acteurs de la société civile, voilà pourquoi d'ailleurs, dans nos différents plans et actions pour les années à venir, nous inscrivons une plage de soie justement pour l'éducation de masse. Il faut faire en sorte que les populations soient informées. Il faut faire en sorte qu'ils puissent prendre justement un programme de société, le décrypter et pouvoir justement exprimer ce que vous appelez le vote utile. Ouais. Ça c'est un. Deuxièmement, il faut justement sensibiliser les leaders politiques parce qu'eux également sont à sensibiliser. Parce que le plus souvent, c'est eux qui détournent les regards des citoyens sur le contenu de leur parti politique, de leur projet de société. D'ailleurs, la plupart n'en ont pas. Voilà pourquoi c'est très facile finalement de se camoufler derrière l'ethnie, derrière la religion, derrière les trucs pour essayer justement de s'attirer l'onction et la sympathie bien entendu des citoyens. Cela doit cesser. Mais également, il faut interpeller l'État là-dessus. L'État doit intervenir. C'est qu'on doit essayer, à travers des actions de sensibilisation, mais à travers l'introduction des dispositions légales, pour interdire systématiquement aux partis politiques, bien entendu, de faire de l'ethnie, de faire de la religion, de faire de la communauté ou de la région, bien entendu, un critère d'attraction des citoyens en leur faveur. Parce que c'est à ce à quoi on est en train d'assister aujourd'hui. Regardez la configuration aujourd'hui. Malheureusement, c'est-à-dire que les Malinké sont derrière le candidat Malinké, les Peuls seront derrière le candidat Peul, les Soussous sont derrière le candidat Soussou. Alors que je peux être Malinké, bien entendu, et avoir un programme de société qui est très intéressant pour mon frère de la Guinée forestière là-bas. Oui. Donc c'est de ce point de vue que des actions doivent être déployées, d'abord par la société civile. Nous en avons pris conscience et d'abord on a mené des actions auparavant, mais nous allons continuer à davantage mener des actions dans ce sens-là pour essayer de sensibiliser, pour conscientiser les citoyens. Parce que quand les citoyens sont conscientisés, c'est fini, ces discours-là ne vont plus passer. Ils seront éclairés, donc ils seront à même, bien entendu, de faire ce qu'on appelle le vote utile. Donc à vous entendre, un citoyen doit prendre toutes ses responsabilités, toutes ses enquêtes avant de mettre son bulletin. Un citoyen doit mener des enquêtes. D'abord, il doit mener des enquêtes sur le profil de son candidat d'abord. Parce que quelle que soit la pertinence du projet de société, si le candidat justement n'a pas un bon profil, c'est-à-dire que s'il a été voleur par le passé ou il a été narcotrafiquant, ou en tout cas il ne s'est pas illustré sur de bons registres à travers ses occupations socio-professionnelles, il va sans dire que c'est imprudent de voter pour un tel monsieur. Parce que même s'il est compétent, il n'a pas les valeurs morales requises pouvant lui permettre justement de mener à bien
ces actions une fois au pouvoir. Et monsieur l'enseignant-chercheur l'a dit tout à l'heure là, lorsque vous contribuez à élire quelqu'un au pouvoir, vous êtes moralement comptable justement de ces dérapages. Vous êtes moralement comptable de ces dérapages. Donc, mais également, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Il faut ajouter qu'il faut dire aux citoyens de refuser le vote impératif. Qu'est-ce que vous appelez vote impératif? Le vote impératif, c'est-à-dire que je ne dois pas aller voter parce que mon frère m'a dit de voter pour tel. Je ne dois pas aller voter parce que ma mère m'a dit de voter tel. Je dois voter en fonction de ma liberté de conscience. Et puisque cette liberté de conscience-là doit m'être fournie, bien entendu, par tout un tas de connaissances que je peux avoir, à la fois sur le candidat et sur son projet de société, donc il va falloir que les citoyens soient dotés des moyens pouvant leur permettre justement de mener leur choix en connaissance de cause, et qui se trouve être l'éducation, qui se trouve être l'alphabétisation. Voilà pourquoi même vous, les hommes de médias, on est tous interpellés par ce devoir. Parce que si on réussit cela, il va sans dire que, à travers justement cette action citoyenne, c'est un filtre qui sera dressé pour empêcher l'ascension de n'importe qui aux affaires étatiques, et ça va avoir pour conséquence de nous propulser sur la scène publique des hommes vertueux qui justement vont essayer d'assainir notre vie publique et faire en sorte que nous renouons avec les conditions d'un réel développement. Voilà, j'ai envie de tourner vers vous qui êtes professeur de sciences politiques. Vous formez des jeunes quand même gens qui sont dans la société. Aujourd'hui, d'après ce que M. Camara vient de dire, on a à comprendre que le vote n'est pas totalement saisi par les citoyens guinéens, surtout le citoyen lambda. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Le vote n'est pas totalement saisi parce que la majeure partie de la population guinéenne est analphabète. Et aujourd'hui, notre département de sciences politiques n'a que 10 ans de formation. La faculté de droit qui forme aujourd'hui des juristes, on libère beaucoup d'étudiants et qui font des efforts aujourd'hui pour faire comprendre à la base l'importance du vote et l'importance d'adhérer à un parti politique, l'importance d'aller à la faculté du droit et l'importance de connaître le jeu politique d'un régime politique, mais aussi d'un parti politique. Aujourd'hui, le mal chez nous, parce que l'alphabétisation est mise de côté pour la politique politicienne. C'est pourquoi il faut éviter de basculer dans la politique politicienne. Parce que la politique politicienne n'avantage que les politiciens, n'avantage pas la population, n'avantage pas les citoyens lambda. Il faut plutôt faire la politique de développement, la politique de la paix, la politique sociale, la politique de l'éducation, au lieu de s'engager dans la politique politicienne. Parce que la politique politicienne, c'est ce qui crée aujourd'hui tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème dans le pays. La menace de sécurité, la menace de la paix sociale, la division sociale, la haine, l'ethnostratégie. Tout ça, c'est de la politique politicienne qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens ont du mal à comprendre le jeu politique, ont du mal à choisir un candidat et ils se refusent derrière leur communauté, ils se refusent derrière leurs relations et ils se refusent derrière des partis politiques qui viennent acheter leur voix. Oui. On a suivi l'élection du 22 mars, c'était émaillé d'assez de violence. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour éviter cela à travers votre message, c'est-à-dire si on vous demandait aujourd'hui quels sont les comportements qu'un électeur doit adapter le jour du scrutin, quel sera votre message? Non, les conditions sont très simples. C'est que il faut que l'électeur se mette dans un état d'esprit très apaisé, dans un état d'esprit démocratique, dans un état d'esprit républicain. C'est-à-dire qu'un électeur doit être imbu, il doit être matiné des valeurs de la République. Lorsqu'on est matiné des valeurs de la République, on se refuse de basculer dans la violence. On se refuse, n'est-ce pas, on refuse de céder à la provocation. On refuse justement de céder à tout ce qui peut être de nature justement à nous mettre dans des états pouvant conditionner des troubles nécessaires au bon déroulement des élections. C'est-à-dire que les élections doivent être cartes librement, parce qu'on a dit que les opérations de vote commencent à partir de 7 heures. Aller tranquillement, au niveau de son bureau de vote, parce que chacun connaît son bureau de vote, s'aligner et puis venir voter tranquillement, sortir, aller à la maison. Voilà pourquoi dès ce jour-là, il est interdit de circuler. Donc tous les citoyens doivent rester à la maison, rester calmes. Rester calme et ne pas céder, ne pas se laisser aller avec des messages de violence quelconque. Rester citoyen. Rester citoyen veut dire quoi le jour de vote? C'est-à-dire que quand on vient dans le bureau de vote, il faut se conformer aux règles, parce qu'il y a une discipline qu'il revient justement au président d'un bureau de vote de faire respecter. Donc se plier aux disciplines établies là-bas. Voter tranquillement, sortir, mais allez-y à la maison. S'occuper, n'est-ce pas, de ses
vaquer à ses occupations. Mais également, le soir, attendre. Parce que ça, il a été clair, la seule institution qui doit donner les résultats à la République de Guinée, c'est l'institution nationale électorale indépendante, c'est-à-dire la CENI. Hein? Donc, ne se fier à l'information donnée à aucune autre information, à aucune autre structure. Parce qu'aucune autre structure n'est habilitée d'ailleurs à donner une information officielle à part la CENI. Oui, monsieur Camara, jamais j'allais vous revenir. Il existe quelques frustrations quand même les jours de scrutin. Qu'est-ce qu'il faut pour éviter que telle personne passe devant telle personne? Parce que les citoyens ne sont pas trop informés. Les femmes enceintes, par exemple, des vieillards sont obligés de voter d'abord avant telle personne ou telle personne. Est-ce que vous avez pris vent de cela à travers vos observations? Oui, mais il faut dire plutôt que dans la pratique, le problème, c'est un problème qui ne se pose pas. Hein? Et ça, c'est un peu dû à la nature de notre société. Le plus souvent, on a une sorte de respect pour ces catégories de personnes, c'est-à-dire les femmes enceintes, les femmes et les personnes âgées. D'ailleurs, je pense qu'il faut lancer cet appel-là, parce qu'on sera nécessairement confronté à ça. Il y a des femmes qui viendront, il y a des personnes âgées, des personnes malades qui viendront. Donc les citoyens sont interpellés, bien entendu, à céder la place à ces catégories de personnes-là, pour leur permettre de voter rapidement et de rentrer. Après, ceux-là qui sont dans un état physique apte à patienter un peu, peuvent attendre après pour voter tranquillement et retourner à la maison. Voilà la même question à vous, monsieur Fofana. Le citoyen doit savoir qu'il est le sujet et le droit de maintenir la paix sociale, mais aussi la sécurité. Pourquoi? Parce que le jour du vote, il recherche la sécurité pour aller voter. Et il recherche la sécurité pour retourner ce soir. Mais aussi, il recherche la sécurité le lendemain des élections. Donc, il est le seul sujet de maintenir la paix et la sécurité, de maintenir la cohésion sociale. Le citoyen doit se lever correctement et bénéficier de ses droits civiques. Aller voter tout tranquillement, voter pour son choix. Parce que le choix est personnel. Le choix est une opinion libre. Le choix est quelque chose qui est accordé par la loi et garanti par les lois. Donc le citoyen, il est le seul qui doit garantir la sécurité le jour du vote, non seulement pour sa famille, pour sa personne, mais aussi pour sa communauté. Et il est le seul qui doit être amené à sensibiliser les autres lorsqu'il remarquerait des troubles autour d'un bureau de vote, dans son bureau de vote. Parce que si un bureau de vote entre en croisée à travers les observateurs, à travers les représentants des partis politiques, si ceci ne s'accorde pas pour permettre un climat de paix pendant le processus de vote, alors cela pourrait menacer la paix et la sécurité. Cela pourrait amener des frustrations. Et si le citoyen met plus des pagailles pendant le processus du vote, cela pourrait aussi provoquer des frustrations au niveau de son parti politique ou au niveau des partis politiques qui sont en liste. Donc le citoyen, il est le seul garant le jour du vote de la sécurité, mais aussi d'incarner la paix sociale. À vous entendre, la paix sociale préserve la voix de l'électeur aussi? Tout à fait, la paix sociale préserve la voix de l'électeur. C'est l'électeur d'ailleurs qui est la condition sine qua non pour pouvoir atteindre à la paix sociale, mais aussi d'instaurer la sécurité. Voilà, monsieur Fofana, on sait que votre secteur, je veux parler du CNOCS, a mené plusieurs activités. Nous sommes en droite ligne vers cette élection. Jusqu'à aujourd'hui, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez pu faire comme recommandation pour qu'on puisse sortir du 18 du lendemain, toujours guinéen, avec cette force de vivre ensemble, cette force que nos aïeux nous ont laissée, une fierté guinéenne? Oui, non, comme je vous l'ai dit, le CNOSC a mené beaucoup d'activités. Du début du déclenchement donc, des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales jusqu'à la présente campagne présidentielle, chaque étape du processus déclenché par la CENI a fait l'objet d'une observation particulière. Nous avons des communiqués qui sont disponibles à cet effet. Mais les maîtres mots justement de nos recommandations, c'est que nous appelons les Guinéens à la paix. Nous appelons les Guinéens à l'unité nationale. Nous appelons les Guinéens justement à la cohésion. Et en ce qui concerne la dernière activité, permettez que j'axe mon intervention sur la campagne électorale. Nous avons eu à relever bien entendu pas mal de comportements, que ce soit en termes de propos ou en termes d'actes, qui ont été malheureusement de nature
à compromettre le bon déroulement du scrutin. Je vais parler de son déroulement serein et de son déroulement normal. Donc nous laissons croire que nous pouvons avoir des lendemains, à des lendemains très inquiétants. Donc face à ça, nous avons eu à faire des recommandations. On a appelé les partis politiques eux-mêmes, conformément à leurs obligations inscrites dans la charte des partis politiques, de mettre un accent particulier sur la sensibilisation justement de leurs militants. Parce que le plus souvent, ce sont les militants surchauffés qui sortent dans les rues et puis qui entrent, n'est-ce pas, en contorsion. Et c'est quand ils entrent en contorsion, effectivement, c'est là où tout va. Mais si des actions de sensibilisation sont menées, des messages citoyens, des messages allant dans le sens de la préservation de la paix, des messages de retenue, des messages appelant au calme et à la retenue, donc sont dispensés donc aux militants, que ce soit dans les QG ou ce qui s'ensuit. Moi, je pense qu'on nous aurait épargné, bien entendu, on aurait fait beaucoup en ce qui concerne, bien entendu, la préservation de ce scrutin. Ça, c'est un. Deuxième niveau de recommandation, nous avons constaté également que la campagne ne se passait pas un peu dans les règles là, parce qu'il y a un déploiement sauvage des militants sur les rues, vous avez constaté. Les enfants sont en train, ils arrêtent les paisibles citoyens dans la circulation pour justement faire des décès sur la route. On a dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, même si on est en campagne électorale, mais on ne doit pas justement empêcher les paisibles citoyens de vaquer à leurs préoccupations. Et nous avons appelé justement aux forces de l'ordre. Les forces de l'ordre doivent également sortir de leur incurie. Parce que lorsqu'on voit un peu l'allure avec laquelle les violences sont en train de se multiplier, voire de se cristalliser, parfois on a l'impression qu'il y a une sorte de négligence, voire d'indifférence, bien entendu, des forces de l'ordre face à ce qui est en train de se passer. Or, nous avons aujourd'hui affaire, bien entendu, à des partis politiques ou à des militants des partis politiques extrêmement surchauffés. Donc la seule structure, la seule entité républicaine qui peut nous mettre à l'abri d'un drame qui peut survenir, bien entendu, de cet accrochage-là, c'est l'armée, ce sont les forces de défense et de sécurité. Donc nous les interpellons particulièrement, et d'ailleurs on a fait dans notre communiqué d'aujourd'hui, ils sont particulièrement interpellés à jouer leur rôle pour éviter justement les accrochages. Ils doivent être présents sur le terrain, d'abord pour prévenir les troubles, mais quand il y a trouble, bien entendu qu'ils soient à mesure d'agir rapidement pour faire cesser le trouble. Mais également, nous avons appelé l'institution judiciaire. Parce que l'institution judiciaire, elle aussi, à son niveau de responsabilité, elle est concernée par la conservation du processus de paix. Parce que c'est elle qui a la latitude, c'est à elle que les lois de la République, justement, ont confié le rôle, bien entendu, de mettre en marche la machine judiciaire. Voilà, M. Camara, on a passé le temps en 30 secondes. Quel message avez-vous aujourd'hui à l'endroit de tous les Guinéens, parce que ce pays, ça nous appartient, avant, pendant et après l'élection? Je veux appeler les Guinéens justement à l'accalmie, à la retenue, à la sérénité et à se comporter suivant les principes républicains. Notre démocratie est menacée. Notre démocratie est menacée et il nous appartient à nous Guinéens, bien entendu, d'œuvrer pour la sauver. C'est vrai que ce que nous sommes en train d'apprendre est très difficile, c'est-à-dire la chose démocratique, parce que ce n'est pas justement dans nos germes traditionnels, mais puisque nous nous sommes lancés dedans, il va falloir justement qu'on accepte, n'est-ce pas, de nous plier à ces conditions. C'est très difficile, mais à force de se battre, on pourra y arriver. Donc ne pas prendre les étapes que nous sommes en train de passer là comme étant une fatalité, mais essayer de les prendre justement comme étant plutôt un avantage quand nous serons appelés à les surmonter. Et c'est sûr, quand nous surmonterons cette étape-là, bien entendu, nous ouvrirons, n'est-ce pas, pour notre pays, les conditions, bien entendu, d'un développement heureux et harmonieux où le vivre ensemble sera cultivé à la République de Guinée. Merci, M. Camara. Merci, je me tourne vers vous. Quel message de la fin vous pouvez donner au cours de cette émission, parce qu'on tend vers la fin de cette émission, mais aussi on tend vers cette élection. Ce que j'aimerais dire aux citoyens guinéens et citoyennes, que les questions de paix et de sécurité ne sont pas menées que par des autorités militaires ou diplomates ou les organisations de la société civile. Mais les questions de paix et de sécurité sont aussi menées par les citoyens, parce que c'est les citoyens qui sont à la recherche d'une paix et à la sécurité. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne est utilisée comme vraiment le cobaye des hommes politiques. Et les hommes politiques s'en servent de la jeunesse guinéenne pour mettre l'instabilité et pour faire la rue
comme le maître des mots, comme le maître de la loi. Et il ne faut pas ignorer la justice, il ne faut pas ignorer les lois pour des intérêts égoïstes, pour des intérêts des partis politiques. Et les citoyens doivent savoir que les partis politiques sont à la recherche du pouvoir. Et cette recherche du pouvoir est personnelle, est un intérêt personnel, est un intérêt recherché par les partis politiques. C'est le but final. Mais le citoyen recherche la sécurité, le citoyen recherche la stabilité, la cohésion sociale, l'unité nationale. On doit préserver notre démocratie. On est très jeune. De 1958 à 2020, on a 62 ans d'indépendance. 62 ans d'indépendance dans un État, disons, on commence à être majeur pour avoir 100 ans. Donc ces 100 ans, c'est la nouvelle génération qui doit avoir la responsabilité de mener le relais que les indépendantistes nous ont laissé. Sans la sécurité et sans la paix, la Guinée ne pourra pas bénéficier du développement harmonieux que nous recherchons. Merci, M. Fofana, d'être dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève votre émission Terrain d'entente à tous. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette émission. Salut, au revoir.